Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Aujourd'hui, on va parler pureté militante. C'est bien, c'est un sujet pas du tout clivant, ça va nous reposer ou pas. Bon, j'avoue, pour le titre de l'épisode, j'ai pas résisté à jouer la provoque. Et oui, j'avoue, j'adore le jeu du clivage, même si dans la vie rien n'est jamais aussi binaire. Et non, les chats ne sont pas de droite, contrairement aux chiens. Blague à part, revenons à nos moutons. Même si le titre c'était pour rire, aujourd'hui on va bel et bien parler de pureté militante. On va donc commencer par poser le cadre, expliquer de quoi on parle. Ensuite on va voir combien c'est anxiogène et surtout contre-productif. Avec bien sûr comme toujours des pistes pour voir les choses autrement. Donc commençons par quelques mises au point et des définitions. Déjà, de quoi on parle ? Si je cite Wikipédia, la pureté militante, c'est une injonction à avoir un comportement parfait dans certains cercles militants, généralement de gauche, et surtout dans le cadre du militantisme en ligne. La pureté militante, elle est souvent associée au militantisme performatif. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit, pas ce qui va se passer en arrière-plan. Et là, on voit bien donc l'impact des réseaux sociaux par exemple, vu que c'est un temple de la performance en toutes circonstances, le militantisme n'échappe pas à la règle. Par exemple, « Ah, tu dis que t'es écolo, mais tu manges de la viande ou t'as une voiture. Ah, c'est pas bien, t'as relayé tel truc, il faut pas le relayer. Ou tu t'engages pour telle cause, mais en fait tu bosses dans telle entreprise, etc. etc. » C'est toujours intéressant de rappeler au passage qu'il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme, donc c'est pas la peine de faire un concours, et non, tout le monde ne peut pas quitter son taf, déménager comme ça, du jour au lendemain. Le problème de ce purisme, c'est qu'on a ensuite l'impression de ne jamais être assez, jamais faire assez. Tu dois montrer patte blanche avant même qu'on commence à t'écouter. Or, tu peux ne pas avoir le profil type de l'activiste et avoir quand même des trucs à dire. Je vais mettre en lien une vidéo en anglais du compte Decolonizing Love où le créateur cite plein de militants, notamment communistes, qui n'avaient pas franchement le profil type héros du peuple, de Che Guevara à Ho Chi Minh, mais qui avaient quand même des choses à dire, ont quand même contribué. Et à l'inverse, tu peux avoir le profil type et faire des conneries. Après ces petites définitions, je veux aussi faire un petit message de service avant de rentrer dans le dur du décryptage. Je vais peut-être rappeler un truc qui, moi, me semble évident, mais on sait jamais. La pureté militante, ça me gonfle, ça, je pense que tu vas le comprendre. Je pense que tout le monde peut se tromper, qu'il faut se lâcher la grappe de temps en temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de tout faire n'importe comment sans jamais se remettre en question ou faire un minimum d'effort. Toujours trouver un juste milieu. Et oui, il y a aussi des gens de mauvaise foi et le but de cet épisode n'est clairement pas de les défendre. J'avais déjà dit tout le bien que je pense de la mauvaise foi dans l'épisode sur le débat, j'ai pas changé d'avis. On n'est pas non plus en train d'excuser les démarches d'appropriation d'institutions ou d'entreprises, les washing en tout genre. Il y a vraiment une grande différence à faire entre des institutions qui ont des ressources, des principes moraux, qui peuvent demander de l'aide, mais font l'impasse sur la réflexion et la consultation, et de l'autre côté des individus qui font ce qu'ils peuvent avec leurs petits bras. Donc, quand je dis que la pureté militante, c'est anxiogène. Ce qui me gêne, c'est que ça vire très rapidement en comportement toxique, même si ça part de bonnes intentions. Ça ne change rien. Ça va faire que, confronté à ça, on va avoir peur de dire ou de faire quoi que ce soit. Ça va encourager à rester dans la majorité silencieuse, ce qui est carrément contre-productif. La pureté militante présume de mauvaises intentions. Par exemple, on t'accuse d'avoir voulu sciemment invisibiliser une personne minorisée alors que t'as juste mal cité la source parce que t'as pas forcément fait des études qui t'apprennent à sourcer et tu pensais avoir bien fait, la preuve, si on te le dit gentiment, tu corriges. Ça devient un concours à qui affiche les meilleurs trucs en complète opposition avec un travail de fond, progressif et collectif. On va t'afficher publiquement au lieu de venir discuter en message privé. On va te sauter à la gorge au lieu de clarifier les choses tranquillement. Je rappelle que je suis pas en train de dire qu'il faut jamais faire de reproches à quelqu'un, bien sûr que non. Mais il y a le fait de dire les choses et la manière de le dire. Ce qui me gêne aussi, c'est que je me demande s'il n'y a pas aussi une part de privilège inconscient. Un comble. Rappelons qu'un privilège social,
C'est un avantage fourni par le système en place à une catégorie sociale dominante, ça peut être les hommes, les personnes blanches, les hétéros, les valides, etc., au détriment d'autres catégories sociales. Un privilège, on ne le choisit pas, on ne peut pas y renoncer. C'est délicat, le privilège, c'est un concept souvent mal compris, difficile à comprendre, parce que dans la pratique, on ne se sent pas privilégié. Et je pense que c'est chez Morgan Lucas que j'avais trouvé l'explication la plus parlante. Souvent, en fait, le privilège, c'est quelque chose que tu n'as pas à vivre. Le harcèlement, le refus d'un emploi ou d'un logement, un contrôle aux faciès, des insultes, etc. Donc comme tu ne le vis pas, c'est pour ça que tu ne le remarques pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dans l'affaire qui nous occupe, un privilège, ça peut être le fait de ne pas avoir eu une éducation maltraitante ou une autre source de traumatisme qui va faire que la peur de mal faire te paralyse et te déclenche des réactions traumatiques, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Le privilège, ça peut être le fait d'avoir grandi dans un milieu militant, très politisé, qui fait que tu as pris de l'avance sur la maîtrise des questions sociales. Si ça fait 15 ans que tu baignes dedans, que tu t'intéresses au sujet, forcément que tu vas savoir plus de choses que quelqu'un qui débarque. Le privilège, ça peut être des circonstances propices à l'apprentissage, comme l'absence de handicap, un milieu professionnel plus stable, tout ce qui permet de consacrer plus de temps, plus d'énergie, etc. Un privilège, ça peut être l'environnement. C'est super facile de boycotter Starbucks, quand tu en as pas dans ton village, ni même dans celui d'à côté. Par contre, c'est plus dur de manger du tofu. C'est plus facile de lire beaucoup si t'as pas d'enfants ou de personnes à charge. Un privilège aussi, ça peut être la classe sociale, comme à peu près toujours. Dans tous les cas, c'est tant mieux pour toi, mais il n'y a pas non plus de quoi se vanter. La pureté militante, donc, c'est anxiogène et épuisant. Parce que pour éviter les foudres des puristes, il faudrait tout suivre, tout le temps. La moindre polémique, le moindre tweet ou retweet même. Qui est qui a fait quoi et quand. C'est pas possible, désolé, et c'est même pas intéressant. Mais si tu rates un truc qui s'est passé il y a 2 ans sur un réseau social que t'as quitté il y a 5 ans, tu risques de repartager le mauvais contenu et aïe aïe aïe. On se retrouve avec des barrières à l'entrée énormes. T'as intérêt à tout maîtriser avant de te lancer, sinon c'est ridicule. Cette angoisse, cette peur permanente du jugement, ça nous prive aussi de safe space, d'espace où on se sent en sécurité. Ce qui va accélérer l'épuisement, le désengagement, la démotivation. Contre-productif, on disait. La pureté militante oublie aussi que la perfection n'est pas de ce monde. Tout le monde a des failles. Pour éviter la pureté militante, on peut tomber dans un syndrome de superwoman, on essaye d'être parfaite en tout point, mais n'est pas Mary Poppins qui veut. Je crois ce qui m'énerve le plus, et oui c'est du vécu, c'est que quand une adepte de la pureté militante se trompe, elle peut pas se tromper, par définition. Donc, ni s'excuser, ni reconnaître ses torts, ni se remettre en question, on devient ce qu'on dénonce. Ça m'est arrivé de recevoir un message extrêmement condescendant et critique d'une personne qui avait juste mal lu. En soi, c'est pas grave, mais quand je lui ai fait remarquer, silence radio. Pas un « ah oui, pardon, autant pour moi, merci, au revoir, désolé de t'avoir fait perdre ton temps pour rien ». C'est quoi le projet ? Et on ne peut pas non plus maîtriser tous les sujets, ce n'est pas possible. Ce serait même un peu présomptueux de penser le contraire. Je le dis et je le répète, le problème c'est pas de faire des critiques négatives, au contraire, il en faut aussi pour avancer. Le problème c'est quand on fait que ça, qu'on ne dit que ce qui va pas, sans chercher à comprendre, et à l'inverse, sans encourager, sans relayer quand c'est bien, etc. On l'avait vu dans l'épisode sur les féminismes aussi, c'est pas non plus grave de ne pas être d'accord sur tout ou même de changer d'avis. Éviter les désaccords, imposer un point de vue, c'est se diriger de facto vers un entre-soi uniforme, et c'est pas intéressant non plus. Il est important de penser les gens et les discours dans un continuum, une évolution. On n'est pas un instant ou une erreur. C'est pas parce qu'une fois tu t'es gouré que t'es irrémédiablement foutu, et vice versa, si un jour t'as bien fait, t'as pas gagné le match non plus. Maintenant, on va voir ce qui m'énerve le plus dans ces attitudes de pureté militante, c'est que c'est extrêmement contre-productif. Et on peut notamment le voir sur l'angle de la courbe d'apprentissage. Plus je fais des recherches, plus je lis des trucs, plus je me frotte à des gens qui ont plus avancé que moi sur un sujet, plus je vais me retrouver soit à changer d'avis, affiner un point de vue, voir les choses sous un autre angle. Et ces changements, ça peut aussi bien venir d'auteurs et d'autrices que de personnes anonymes qui publient leurs réflexions en ligne. On peut apprendre de partout et de tout le monde.
Et donc plus je fais tout ça, plus j'ai l'impression que je suis à côté de la plaque, que j'y connais rien. C'est normal, c'est la courbe d'apprentissage, l'effet Dunning-Kruger dont on parlait dans l'épisode sur le débat. Pour le rappeler vite fait, c'est un phénomène selon lequel les personnes les moins qualifiées tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine, ne savent pas identifier la réelle expertise quand elle est en face d'elles, ni leur propre incompétence, ce qui crée un effet de surconfiance en soi. Quand on apprend au début, on fait de la merde, on ne peut pas tout savoir. Et c'est en apprenant encore plus qu'on va se rendre compte de ça. Et après, paradoxalement, quand on commence à mieux comprendre, mieux voir tout ce qu'il reste à apprendre, on perd confiance en soi alors que techniquement on maîtrise mieux le domaine qu'avant. C'est beau, hein, la psychologie. Des fois je relis des trucs que j'ai écrits il y a 10 ans et je soupire très fort, mais en même temps, j'ai aussi conscience du fait que la Claire d'il y a 10 ans, elle était à son max et pour elle c'était déjà énorme. Et alors, quand je pense à ce que dira la Claire de dans 10 ans, je te raconte pas. C'est pour ça que c'est très important d'écouter, de discuter, mais pas de s'engueuler ou de donner des leçons. Accessoirement, on peut être experte dans un domaine et débutante dans un autre. Ce n'est pas un signe de fatalité, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, tout le monde ne part pas du même point. Par contre, on ne gagne rien du tout à faire un concours de celle qui relèvera le plus d'erreurs sur l'autre. Parce qu'on peut aussi relever des erreurs et ne rien dire. C'est aussi une option. Tout est apprentissage dans la vie, et au début, quand tu apprends, tu merdes des fois. Mais tu auras plus de chances de continuer, t'améliorer si on te critique positivement, si on t'encourage, si tu te sens en sécurité. Accessoirement, on ne peut pas juger de la même façon une personne censée être experte, quelqu'un dont c'est le métier, et une personne lambda qui fait de son mieux à son niveau. C'est pour ça par exemple qu'avec Révolution Inclusive, on essaie de démocratiser la pratique du français inclusif en partant de là où les gens sont, sans bousculer trop, sans imposer. Même si le changement est lent et progressif, c'est pas grave. Même si on n'aurait pas fait comme ça, c'est pas grave. Imposer la perfection tout de suite et s'ériger en juge de la perfection, ça serait le meilleur moyen de ne rien faire du tout. Les gens peuvent changer d'avis si tu leur laisses suffisamment de temps pour réfléchir, de nouvelles infos. Par contre, si tu leur hurles dessus direct, si tu te moques, alors là, ça risque de coincer. Encore plus si tu les harcèles. Là, tu vas me dire, mais justement, si les gens se trompent, il faut bien leur expliquer. Eh ben non, ou plutôt, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un autre facteur qu'il est plus que temps qu'on prenne en compte. T'as peut-être raison factuellement, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que les faits, ça ne suffit pas pour convaincre. C'est le problème quand on vit dans une culture qui prône la rationalité, les sciences, les faits, plus que les émotions, les ressentis, l'intuition. Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas cité l'épisode 1. C'est qu'on a tendance à oublier que ça ne marche pas dans la pratique. Les humains sont des animaux sociaux. Donc ce qui va nous convaincre, ce sont nos rapports sociaux. À qui on fait confiance, ce que pense notre groupe. Pas qui a raison factuellement et scientifiquement. Si on pouvait convaincre des climato-sceptiques que le réchauffement climatique est réel par des faits et des chiffres, des explications bien ficelées, ça fait 50 ans que ce serait réglé. Si les faits suffisaient, l'extrême droite ne ferait pas de tels scores partout. J'ai raison et t'as tort. Il faut vraiment passer à autre chose. Et oui, je m'inclus totalement dedans, et non, je sais, c'est pas simple. Les faits et les données, c'est bien quand la personne est déjà disposée à t'écouter, apprendre, comprendre. Par exemple, moi sur le mycélium, je vais essayer d'armer avec des arguments, des anecdotes, faire réfléchir, susciter des prises de conscience, partager des apprentissages, pour des gens qui sont déjà prêts à cheminer, ou pour les aider à faire bouger leur entourage, par petits nudges, etc. Je sais pertinemment qu'il est peu probable que je convainque des gens qui pensent que le fascisme c'est bien ou que le wokisme existe. Pour que ces gens bougent, il va falloir autre chose. Ça veut dire quoi tout ça ? Quand les gens manquent d'infos, ils vont d'abord regarder le messager. Je le connais, je lui fais confiance, je l'admire. Ou à l'inverse, je le méprise, je le déteste. Si un parfait inconnu vient te faire des reproches dont tu comprends un mot sur deux, parce que oui, le jargon militant non expliqué, c'est aussi un problème, mais tu vas pas l'écouter, et tu risques même de t'enferrer dans ton idée première juste pour le faire chier. On parle notamment de réactance. Les gens vont aussi s'aligner sur ce que pense leur groupe. On est des animaux sociaux. C'est dur de dépasser ça. Dire « je suis pas d'accord », ça demande du courage, une certaine capacité à se foutre de ce que les autres vont dire. C'est pas à la portée de tout le monde. Les gens cherchent avant tout la sécurité.
plus on s'identifie fortement à un groupe et plus on aura envie de s'y conformer. Donc la dernière chose à faire, c'est de repousser les gens dans leur retranchement en lançant des accusations brutales et non étayées. Même si c'est pas l'envie qui manque, je sais. Ce qui est efficace, c'est de faire shifter progressivement l'identité et les valeurs profondes du groupe. Par exemple, quand un groupe de mecs va décider que finalement on va arrêter les blagues graveleuses et misogynes et recadrer les mecs du groupe qui dérogent, si, je vous assure, c'est possible. C'est beaucoup plus efficace qu'une féministe qui tape du pied. Oui, je sais, je m'inclus dedans. C'est pas facile, mais c'est plus durable. Parce qu'on va s'aligner sur son groupe et sur la pensée dominante du groupe. La bonne nouvelle, c'est qu'on appartient toujours à plusieurs groupes et notre comportement va s'adapter. Je me comporte pas pareil au boulot avec ma grand-mère, à la bibli avec mon groupe de potes, etc. C'est normal. Donc on peut tout à fait jouer sur les gens qui sont des passerelles entre plusieurs groupes pour faire bouger les lignes dans des groupes auxquels on n'a pas accès directement. Oui, je sais, dit comme ça fait un peu machiavélique, mais bon. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'on a tendance à utiliser les faits à notre disposition pour confirmer ce qu'on pense déjà. Surtout si c'est une conviction chevillée au corps. On parle notamment de biais de confirmation. Abreuver les gens d'informations et de critiques ne les fera pas bouger dans l'autre sens. Dans le meilleur des cas, ça va alimenter le biais de confirmation et c'est tout. Ça ne veut pas dire que personne ne changera jamais d'avis, heureusement, je te rassure. Mais bon, déjà, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Pour que les gens t'écoutent, il faut d'abord qu'ils te respectent. Et pour que les gens te respectent, il faut que toi aussi, tu les respectes. Pour convaincre quelqu'un, il vaut mieux contourner qu'attaquer le problème de front. Lui rappeler des avantages pour lui ou elle, pas le bombarder de faits, un peu comme j'ai essayé de faire pour le féminisme et les hommes. Par exemple, pour convaincre un groupe du bien fondé de l'écologie, il faut essayer d'abord de placer ces principes au cœur de leur identité de groupe, et donc les pousser à voir en quoi ça les concerne directement. Il faut accepter aussi que des fois, les déclics prennent du temps, et que des fois on n'y peut rien. Ça veut pas dire qu'ils n'arriveront pas. Peut-être que tu rabâcheras 100 fois le même truc, et derrière quelqu'un d'autre dira la même chose, et « Ah mais ouais, t'as trop raison !» Oui, c'est ingrat. Du coup, faut se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Pour l'intérêt général, ou pour avoir la satisfaction d'avoir raison. Oui, repartir de là où les gens sont peut être frustrant des fois, mais on va pas réformer notre psychologie cognitive juste en le décidant comme ça. Et tout ça, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut jamais utiliser de faits, bien sûr que non. Mais il faut pas s'arrêter là en pensant que ça suffira. Le dernier gros problème que j'ai avec la pureté militante, c'est que ça oublie qu'une personne individuelle, si parfaite soit-elle, ne renversera pas le patriarcat. L'autre problème qu'il y a à se concentrer sur les petites actions, les petites erreurs, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. En faisant ça, on oublie les leviers systémiques. 2 personnes parfaites, ça ne sert à rien. Les petits éco-gestes non plus, parce qu'à la fin de la fable, le colibri, il meurt d'épuisement. Oui, ça bizarrement, on oublie de le dire. Comme disait Orson Welles, une fin heureuse, ça dépend du point où on arrête l'histoire. Pour reprendre l'exemple de l'écologie, il vaudrait mieux critiquer la production, l'offre, donc les entreprises notamment, que juger un plus pauvre que soi qui ne trie pas ses déchets correctement, en faisant semblant de prétendre que les déchets vont vraiment être recyclés derrière. Bonus point si tu es digital nomade, que tu profites des différences de niveau de vie entre ton pays d'origine et ton pays d'accueil, et que derrière tu critiques l'absence d'éco-gestes dans ledit pays d'accueil. Voilà le privilège de la classe sociale qui repointe le bout de son nez. Si tu consacres toute ton énergie à aller chercher la petite bête chez les autres, tu n'en auras plus pour des actions plus concrètes, mais peut-être moins visibles, moins gratifiantes. Au lieu de tout de suite aller critiquer ce qu'on présume être une erreur, on peut aussi se demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourquoi telle personne a fait ça, a dit ça? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? On ne s'en sortira pas en faisant peser tout le poids du changement sur des individus. Accessoirement, si tu es sans arrêt en train de chercher la petite bête, montrer comment t'es mieux, tu sais mieux, tu peux passer à côté de ce que les autres ont à apprendre. L'intelligence, aussi, est collective. Militer, c'est aussi accepter que chacun, chacune s'engage à un instant T à hauteur de ses capacités et de ses moyens, même si par moments c'est pas énorme, ce qui peut totalement changer dans le temps. Rien n'est jamais figé. Mais ça ne s'arrête pas là, et j'ai un dernier point pour finir, qui n'est peut-être pas agréable à entendre. Mais militer, ça ne suffit pas. Les activistes sont des catalyseurs, permettent de faire bouger les lignes, et donc c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il faut que le reste du groupe suive pour que le changement social opère. Et ça, c'est long. Oui, je sais, impatience est mon deuxième prénom, moi aussi ça me fatigue des fois.
C'est long, ça se fait dans un joyeux désordre avec pas mal d'erreurs en chemin, c'est comme ça. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que ça n'ira pas dans le bon sens quand même. Donc pour conclure cette réflexion, on peut se demander si avec mon argumentation factuelle, je vais convaincre des puristes militantes d'arrêter. Sans doute pas, hein, c'est ingrat comme on disait. Dans l'épisode précédent, je parlais de l'importance de se serrer les coudes. Or, la pureté militante nous divise. Elle crée de l'hostilité, de la peur, des hiérarchies de savoir. Elle pousse à scruter les petits actes qui cachent la forêt du système, ce qui profite au statu quo. À force de toujours chercher la petite bête, on a du mal à voir ce qui nous rassemble. Et c'est pour ça que la pureté militante, c'est de droite. Quelques sources qui ont étayé cet épisode. Ceci n'est pas un livre sur le genre de Morgan Lucas pour le privilège. La vidéo de Decolonizing Love. Et à propos des faits qui ne suffisent pas pour convaincre, un article Why Fact and Evidence Do Not Always Convince People que tu retrouveras sur le blog. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!